Voilà, on va enregistrer. Bon, bienvenue sur le troisième séminaire de CED en ligne. Alors, ce soir, nous avons la chance d'avoir Richard Moretti, cardiologue, qui s'occupe du centre ISM à Bologne à Paris, qui est un centre de bilan du CED sur le plan cardiologique, mais aussi, vous l'avez entendu, sur le plan gynéco, sur le plan de la douleur, sur le plan du sommeil. C'est un centre où vous pouvez bilanter vos patients CED, voilà, bien qu'ils soient débordés, parce qu'effectivement, il n'y a pas beaucoup de centres. Voilà, donc on va parler des aspects cardiologiques qui recoupent la dysautonomie, nous en parler, et des bilans que nous devons faire dans le CED, et puis la notion aussi qui est importante que je n'avais pas au départ, moi, que dans le CED hypermobile, il y a aussi des problèmes vasculaires, un petit peu comme dans le CED vasculaire, on peut se laisser avoir. Bon, écoute, Richard, je te laisse prendre la main et partager l'écran et nous commencer le topo. D'accord, alors je partage l'écran. Voilà, c'est bon, là, Parfait, mon diaporama est bien? parfait, impeccable. D'accord. Eh bien, bonsoir tout le monde, bonsoir Claire, bonsoir Daniel, en espérant qu'il va nous rejoindre. Donc, on va parler des problèmes cardiologiques dans le syndrome d'Ehlers-Danlos hypermobile, et j'ai mis, comme vous avez vu, HSD, parce qu'en fait, que les patients soient SED ou HSD, la problématique est exactement la même, confirmant ce qu'on pense tous plus ou moins, à savoir que c'est la même maladie, même si les centres de référence nous imposent une différenciation. En fait, on a affaire aux mêmes malades, et en tout cas, sur le plan cardiologique, aux mêmes difficultés. On sait que c'est une atteinte du tissu conjonctif. Pour l'instant, l'origine reste un peu mystérieuse. On suppose que c'est génétique au travers des autres formes de syndrome d'Ehlers-Danlos, mais en fait, on n'en a aucune preuve. Par contre, ce qui est sûr, c'est que c'est de plus en plus une maladie épigénétique avec des facteurs de comorbidité. Étant donné que l'ensemble du tissu conjonctif est touché, ça représente quand même 80% des constituants du corps humain, cela explique qu'on va avoir une grande diversité dans la symptomatologie, et donc en particulier, tout le système cardiovasculaire peut être touché. Les deux sexes sont concernés, mais il y a une prédominance d'expression féminine, vous voyez 82% dans la série de Claude Amonet, probablement pour des raisons hormonales. Les garçons donc sont globalement autant touchés en fréquence, mais expriment moins. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir comme problématique? La première et la plus courante, c'est la dysautonomie. Pour suivre maintenant quelques centaines de patients Ehlers-Danlos ou HSD, on peut dire que cette dysautonomie est systématique. Au début, j'avais un doute sur le fait qu'elle puisse exister ou non. En fait, non, je crois qu'elle est vraiment systématique, et elle est logique, puisque tout le système de régulation cardiovasculaire se trouve dans les enveloppes, en particulier dans le péricarde. Il est relativement cohérent qu'à un degré plus ou moins important, on ait une réaction dysautonomique. Alors évidemment, elle peut être suffisamment discrète chez des patients pour qu'elle ne nécessite pas d'intervention médicale, et c'est tant mieux, mais on peut dire que dans pratiquement 50% des cas, il faudra intervenir sur le plan médical. Alors qu'est-ce qu'on va avoir? Ça joue à la fois sur la tension artérielle et sur le rythme cardiaque. Au niveau de la tension artérielle, comme vous le savez, on a essentiellement des phénomènes d'hypotension artérielle qui peuvent être extrêmement sévères, responsables de l'hypothymie, de sensations vertigineuses, mais ça peut aller beaucoup plus loin. J'ai vu des patients carrément cloués au lit, impossible de se lever, simplement parce que leur pression artérielle est inférieure à 8, voire inférieure à 7. C'est extrêmement impressionnant. Ça peut être impressionnant. On peut avoir, mais c'est plus rare, des poussées hypertensives. Ça représente 1 ou 2% des patients. Et comme c'est relativement rare, il faut être prudent et vérifier qu'il n'y ait pas une atteinte des artères rénales, en particulier d'anévrisme disséquant. Mais comme de toutes les façons, on va le revoir, le bilan artériel doit être systématique. Normalement, on doit le dépister. En tout cas, devant la présence d'une hypertension artérielle, chez un patient SED, il faut être prudent. Maintenant, on peut avoir aussi, bien sûr, des phénomènes d'association, c'est-à-dire avoir un SED et une hypertension artérielle traditionnelle. Vous savez que ce n'est pas impossible non plus. La deuxième atteinte, c'est le rythme cardiaque. Ces patients ont un rythme cardiaque extrêmement instable. Globalement, ils ont un rythme plutôt lent au repos, autour de 60 par minute,
et ils peuvent faire brutalement des crises de tachycardie sinusale bénignes, mais qui peuvent être douloureuses et angoissantes, avec éventuellement l'extrasystole. Je me suis longtemps demandé en tant que cardiologue pourquoi le fait d'avoir des poussées de tachycardie, ça pouvait être aussi douloureux, parce que dans les populations non SAID, on a ce genre de phénomène et on n'a pas ces sensations qui sont décrites. Il semblerait que c'est la brutalité du passage d'un rythme à 60 à un rythme à 120, 150 qui soit responsable. Quand on fait des enregistrements Holter, on se rend compte qu'on a des variations qui peuvent être sur quelques secondes ou même simplement une seconde. On passe de 50 à 120, 150 brutalement et puis après ça redescend comme ça vient. Les facteurs déclenchants de ces crises de tachycardie sont multiples. Ça peut être rien du tout. Il y a des patients qui décrivent des crises assises au fauteuil en train de regarder la télé ou en train de manger ou au lit. Mais évidemment, la sensibilité particulière, c'est à l'effort. Dès qu'ils veulent faire un effort, parfois simplement se lever de la chaise ou se lever du lit, on peut passer de 60 à 120 comme ça en une seconde. Et c'est probablement à cause de ce phénomène qu'il y a cette sensation particulière. Sans compter bien sûr qu'on connaît tous l'hypersensibilité des patients LR dans l'os, pas seulement aux problèmes cardiaques, mais à la douleur, au toucher de la peau et tout. Donc vraisemblablement, ce phénomène interfère aussi. On reviendra tout à l'heure sur la dysautonomie. Dans les autres aspects cardiovasculaires, on a aussi des troubles vasomoteurs, comme vous le savez, avec souvent des patients diagnostiqués à tort avec des syndromes de Raynaud. En fait, quand on fait des capillaroscopies, qui est l'examen diagnostique pour le Raynaud, on se rend compte qu'elles sont systématiquement normales, contrairement au syndrome de Raynaud lui-même, vrai, pour lesquels il y a une atteinte des capillaires. Donc en fait, dans les nerfs dans l'os, on a bien des signes de Raynaud ou de pseudo-Raynaud avec des extrémités froides et des sensations extrêmement désagréables, mais c'est vraisemblablement des phénomènes de vasospasme et non pas une maladie au sens propre comme on l'a dans le Raynaud lui-même. On peut avoir aussi sur le plan vasomoteur des vasodilatations, voire des aspects marbrés de la peau qui ne sont pas forcément faciles à traiter. Ce qui est intéressant avec ce faux Raynaud, c'est qu'en fait, contrairement au Raynaud classique où les bêta-bloquants seront contre-indiqués, ici, on pourra, en cas dysautonomie importante, utiliser les bêta-bloquants sans risque d'aggraver ces faux Raynaud. Donc, on a vu les troubles vasomoteurs, on peut avoir des œdèmes lymphatiques, ce n'est pas très fréquent, mais on en voit de temps en temps. Et on peut aussi avoir des phénomènes de thrombose ou autres, avec la particularité qu'on reverra tout à l'heure au niveau vasculaire, qu'il n'est pas facile de traiter ces phlébites et de les diagnostiquer compte tenu du risque hémorragique. Donc, on a vu les phénomènes vasomoteurs. Il y a aussi une problématique de douleurs thoraciques. Alors, les douleurs thoraciques, c'est parfois très impressionnant parce que ce sont des douleurs qui simulent parfaitement un angor, des douleurs antérieures, des douleurs rétrosternales qui peuvent descendre vers la xiphoïde, qui peuvent irradier dans l'épaule gauche, voire dans le membre supérieur, voire dans la mâchoire. Ce sont des douleurs qui sont volontiers constrictives, avec parfois la sensation d'écrasement thoracique. C'est vrai que les premières fois que j'ai été confronté à ces patients, j'ai pensé à un angor. D'ailleurs, quand on regarde la littérature ou qu'on discute avec les patients, ceux qui ont été diagnostiqués tardivement ont parfois eu une coronarographie, tellement ils ont inquiété les cardiologues à l'époque devant ces symptomatologies. En pratique, quand on est un peu habitué, on sait bien que les patients LR dans l'os ne sont pas susceptibles de faire des coronauropathies. Bien sûr, on peut avoir des maladies associées, mais globalement, dans la maladie elle-même, nous n'avons pas de coronauropathie. En plus, c'est souvent des patients jeunes, donc on peut prendre un peu de recul. À l'examen clinique, on a souvent d'ailleurs une douleur à la palpation de la zone douloureuse, qui est évidemment complètement incompatible avec un angor. Il faut toujours rester prudent en médecine comme d'habitude et évidemment, au moindre doute, il faut faire un électrocardiogramme de repos, voire un dosage de troponine, c'est-à-dire faire de la médecine traditionnelle. Le fait qu'on soit devant un patient LR dans l'os ne doit pas nous priver d'être prudent par rapport à ce qu'on a appris en médecine par ailleurs. Comme nous l'a appris Claude Amonet, on peut, sur ces patients qui peuvent être vraiment en difficulté, leur injecter quelques gouttes de lidocaïne.
comme on peut le faire sur les zones douloureuses habituelles, et ça soulage parfaitement ces douleurs, ce qui confirme a posteriori que ce sont bien des douleurs pariétales et non pas, bien sûr, des douleurs cardiaques. On revient un peu sur ces phénomènes de troubles du rythme, enfin de dysautonomie, pour dire que, on peut passer là-dessus, voilà, pour dire que j'utilise régulièrement maintenant le bisoprolol, qui est un bêta-bloquant. Je vous rappelle que le bisoprolol, sa dose habituelle chez l'adulte est de 10 mg par jour. Et moi, je commence toujours par des doses beaucoup plus faibles, avec 1,25 mg pour plusieurs raisons. Une des raisons, c'est, comme vous le savez, l'intolérance habituelle des patients au Ehlers-Danlos, aux médicaments en général. Et puis aussi le fait que souvent, une petite dose de bêta-bloquant peut suffire à les soulager. Dans mon expérience, on peut dire que 50% des patients dysautonomiques se contentent d'une dose d'1,25 mg. Un plus petit pourcentage nécessite des doses plus fortes qui peuvent aller, mais très très rarement, jusqu'à 10 mg par jour. Et c'est vraiment exceptionnel. J'ai 3-4 patients comme ça qui ont des dysautonomies monstrueuses, mais c'est quand même très 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 rare. La tolérance, en tout cas à ces petites doses, est absolument parfaite, avec quelques exceptions. J'ai peut-être 2-3% des patients qui se plaignent d'avoir des effets secondaires à type de cauchemar, ou parfois de bradycardie excessive, ce qui est possible, mais vraiment exceptionnel. Et dans ces cas-là, je leur conseille de commencer par des doses plus faibles encore. Donc, on coupe le comprimé en 2, voire en 4. Certains patients à Ehlers-Danlos, comme vous le savez, sont hyper réceptifs à des petites doses de médicaments. Alors, couper un comprimé de bisoprolol en 4, c'est, comme vous en doutez, très, très compliqué, puisque d'abord, ils ne sont pas sécables. Mais les pharmacies vendent maintenant des petits outils, genre en guillotine, qui permettent de couper les comprimés. Et j'ai des patients qui commencent parfois à un quart de comprimé. Ce qui est intéressant avec ce produit, c'est qu'il n'y a pas d'intolérance définitive. C'est-à-dire que même si pendant quelques semaines ou quelques mois, on est obligé de commencer avec des très très petites doses, au fil des semaines, l'accoutumance se fait et on peut progressivement revenir à des doses normales. Pour moi, normal, c'est quand même minimum 1,25 mg. La dose sera bien sûr adaptée en fonction de la tolérance du patient et de la réaction de l'efficacité du produit. Ce qui est intéressant, encore une fois, avec ce bêta-bloquant, c'est que aussi bien pour les faux rénaux que pour les faux asthmes, on n'a pas de souci. Moi, je me rappelle que les premières fois où Claude Amonet, quand on était à l'Hôtel-Dieu tous les deux, m'appelait en me disant: voilà, je suis embêté, j'ai un patient qui bat à 150, qu'est-ce qu'on peut faire? Et je voyais le dossier, il y avait marqué asthme. Je disais: mais Claude, on ne peut pas donner un bêta-bloquant. Il me disait: mais non, c'est un faux asthme, ne t'inquiète pas, ça se passera bien. Il avait tout à fait raison. Je n'ai jamais eu de soucis de crise d'asthme sur les patients Ehlers-Danlos, sauf quelques exceptions, c'est-à-dire les quelques patients qui ont un asthme vrai, vraisemblablement sans relation avec le syndrome d'Ehlers-Danlos, comme maladie, comme comorbidité. Donc, on reste toujours prudent, mais c'est quand même très rare et globalement, on a une très, très bonne tolérance à ce niveau-là. En dehors donc de cette dysautonomie, tiens, je me rends compte que je vais peut-être vous parler maintenant parce que je ne suis pas sûr d'avoir la diapositive qui convienne. C'est le problème de la tension artérielle. Je vous ai parlé des hypotensions artérielles et je ne vous ai pas parlé du traitement de ces hypotensions. Alors, par sécurité, je vous en parle maintenant. Si la diapo vient après, ce n'est pas grave. Le traitement traditionnel, c'était la fludrocortisone, donc le Flucortac, un comprimé matin, un comprimé midi. C'est ce que j'ai fait au début, sur les conseils de Claude Amonet et puis des médecins qui s'occupaient des Ehlers-Danlos, pour me rendre compte assez rapidement qu'on avait beaucoup d'échecs avec ce traitement. Il y a peut-être 10% des patients qui réagissent favorablement. Il n'y a pas beaucoup d'effets secondaires, ça c'est bien, mais il n'y a pas beaucoup de résultats non plus. Donc j'ai cherché, bien que je sois cardiologue, je n'avais jamais prescrit de Gutron, puisque c'est quand même des médicaments qui ne sont pas souvent nécessaires dans notre spécialité. Mais donc, on a attaqué le Gutron. Je me suis aperçu qu'on pouvait le donner, c'est des molécules à 2,5 mg, on peut donner jusqu'à 16 comprimés par jour. Ça paraît comme ça un peu impressionnant, mais en fait, ça se passe bien.
Alors, qu'est-ce que je fais en pratique sur les patients qui sont vraiment hypotendus? Ben, on commence par 3-4 comprimés par jour, répartis donc en 3 ou 4 fois, matin, midi, après-midi et même le soir. Je sais que le soir, ça, c'est théoriquement pas indiqué, mais en fait, les patients le supportent très bien, d'autant plus que souvent la nuit, ils ont des hypotensions sévères. Donc, je n'hésite plus maintenant à donner des comprimés de Gutron le soir, même si ce n'est pas recommandé dans le Vidal. J'augmente ensuite progressivement la dose par deux, donc 4 au départ, puis on peut monter à 6, 8, 10, 12, 16. Dans mon expérience, la plupart des patients réagissent à partir de 2 comprimés par jour, mais c'est rare. En général, il faut monter à 4, voire à 8. La majorité des patients qui réagissent sont à 8 comprimés par jour. Beaucoup plus rarement à des doses plus fortes. Et puis parfois, on est confronté même à des doses quasiment au maximum à un résultat insuffisant. C'est-à-dire qu'on n'est plus à 7 de tension, on n'est plus à 6, on est à 9-10, mais on n'est pas encore dans une situation de confort pour le patient, et en particulier de confort au sens activité, c'est-à-dire que voilà, on a des patients qui sont adolescentes qui ont besoin d'aller à l'école, ou des patients qui travaillent, qui ont besoin de travailler, et parfois ce n'est pas suffisant. Et donc j'ai tenté une association dans ces cas-là de rajouter le Flucortac, et ça marche. Ça marche et c'est bien toléré. Donc je commence par donner un comprimé de Flucortac en plus, et puis des fois 2. Et en général, dans ces formes très sévères d'hypotension, on a l'association de 8 à 12 comprimés de Gutron avec 1 ou 2 Flucortac. Il est vrai que je donne rarement 16 comprimés de Gutron, parce que j'ai l'impression que si on ne réagit pas suffisamment à 12, à 16, on n'a pas grand-chose de plus comme efficacité. Donc l'association de 2 produits hypertenseurs peut dans ce cas-là être utile. Je n'ai jamais eu de poussée d'hypertension, donc jamais eu d'effet secondaire ni grave ni même bénin avec cette façon de faire. Donc c'est plutôt rassurant. Mais surtout, ce qui est super sympa, c'est que moi j'ai vu arriver des ados, encore une fois cloués au lit, arriver en fauteuil, et avec des parents désespérés parce qu'on ne savait plus quoi faire de leur fille, puisque souvent c'est les filles qui sont très symptomatiques. Et avec 8 comprimés et qui bien sûr étaient complètement déscolarisés, avec 8 comprimés de Lutron, ils repartent à l'école. En quelques jours, c'est spectaculaire, c'est extrêmement rapide. Et pareil sur le plan professionnel, on a des patients comme ça qui, en arrêt de travail ou en invalidité depuis très longtemps, qui tout d'un coup peuvent commencer à ressortir. Et pour moi, c'est très important cette réponse, parce que, comme vous le savez, je suis, en dehors de cardiologue, aussi médecin du sport. Et ça fait très longtemps que je suis persuadé que l'activité physique, voire sportive, est bénéfique sur les patients et l'air dans l'os. Je suis d'ailleurs confronté régulièrement tous les jours, parce que quand je vois arriver un patient et l'air dans l'os sportif, entre guillemets, pour moi, sportif, c'est quelqu'un qui fait au moins 1 heure d'activité physique par jour. Pas forcément de compétition, bien sûr, mais d'activité physique adaptée par rapport à la fatigue et aux douleurs. Eh ben, ils sont beaucoup moins symptomatiques que les autres. Et j'ai déjà pas mal de patients que j'ai vus sortir de leur fauteuil au fur et à mesure où on leur permet, grâce aux vêtements compressifs, grâce à la kiné, aux TENS, enfin à tout ce que vous savez, et donc au traitement de la dysautonomie, on leur redonne donc une meilleure autonomie, justement, et ils peuvent refaire progressivement l'activité physique. Et au fur et à mesure où ils refont de l'activité physique, ils ont de moins en moins de douleurs, ils ont de moins en moins de fatigue. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment essentiel dans la prise en charge de ces patients. Mais je pourrais répondre à vos questions tout à l'heure, il n'y a pas de souci. Ce que je vous dis peut-être déranger quelques-uns, et donc je suis prêt à répondre, bien entendu. En dehors de cette dysautonomie, on a les problèmes classiques de valvulopathie, où vous savez qu'il est décrit dans la littérature que ces patients sont susceptibles d'avoir une malformation au niveau de la valve mitrale, un prolapsus de la valve mitrale, ou au moins une valvulisation, ce qui est relativement cohérent, puisque les valves sont en tissu conjonctif, donc on peut imaginer qu'effectivement c'est possible. En fait, dans la pratique, c'est relativement rare. Bien que ce soit un des critères, dans les critères de New York pour la validation du critère numéro 2, que d'avoir ou pas un prolapsus mitral avec une fuite mitrale.
En fait, dans la pratique, c'est vraiment très rare. Mais par contre, ce qui n'est pas rare, c'est d'entendre un petit souffle systolique sur une petite fuite mitrale minime. Ce qui est intéressant, c'est que le reste de l'examen est normal, l'électrocardiogramme est normal, l'écho-doppler cardiaque est normal aussi en dehors de cette ballonisation. Pour la patient, on peut les rassurer puisque ces lésions ne sont pas évolutives. On n'a jamais vu d'accident cardiaque ou valvulaire lié à une évolution péjorative de cette atteinte. Ce qui fait qu'en fait, on peut pratiquement leur dire qu'il n'y aura jamais d'indication chirurgicale. La fuite mitrale ne devient jamais massive de nature à nécessiter une intervention chirurgicale. Et phénomène intéressant aussi pour les patients et pour vous, c'est qu'il n'y a pas d'indication à une prévention oslérienne, y compris pour les soins dentaires. Vous savez que les recommandations ont beaucoup changé sur la prévention de l'osslaire par rapport au début de nos études. Et actuellement, on est beaucoup moins agressif sur les traitements antibiotiques en prévention. Et là, en l'occurrence, on est tout à fait tranquille à ce niveau-là. Et si par hasard, vous trouviez, ou un cardiologue trouvait une atteinte valvulaire significative, c'est vraisemblablement que ça serait une comorbidité, c'est-à-dire une autre pathologie associée, mais pas une pathologie directement liée à l'élair dans l'os. Bon, j'ai mis la dyspnée dans la rubrique, même si ce n'est pas strictement cardiaque, parce que ça fait partie des symptômes que les patients nous transmettent. Et donc, comme vous le savez, ils sont très souvent dyspnéiques, ces patients. Mais surtout, ils peuvent faire des blocages respiratoires très angoissants pour eux. Et je dois dire, impressionnant pour le médecin. Je ne sais pas si tous vous avez eu l'occasion d'en voir. Moi, j'ai eu l'occasion d'en voir 3 ou 4 dans mon cabinet. C'est vrai qu'on comprend, en voyant les patients, que d'abord, ils s'angoissent et puis que l'entourage, surtout, puisse effectivement être inquiet. En fait, c'est tout à fait bénin. La reprise de la respiration se fait au bout de quelques dizaines de secondes et il n'y a pas de souci particulier. Les pseudo-asthmes, on en a parlé. Alors, oui, pseudo-asthme, d'accord, faux asthme, d'accord. C'est pas pour autant qu'il faut les priver de ventoline de temps en temps. Parce que bien qu'ils aient un faux asthme, ils ont quand même des bronchoconstrictions. Et donc, il n'y a aucune raison. Moi, je ne leur donne pas, bien sûr, de traitement au long cours, mais je les autorise à avoir un flacon de ventoline sur eux. Et dans les moments où ils ne se sentent pas bien, sur le plan respiratoire, de faire une bouffée de ventoline, ça, quand même, ça les soulage. Donc, même en l'absence d'asthme vrai, je trouve que c'est une bonne idée, une bonne solution de leur proposer cette possibilité. Alors maintenant, on va parler de la partie qui est un peu plus délicate, c'est la partie vasculaire. Parce que si on en croit les directives des centres de référence, seuls les élaires dans l'os vasculaires sont susceptibles de faire des accidents. D'abord, il faut reconnaître que dans le suivi des élaires dans l'os, ces vasculaires sont quand même vraiment extrêmement rares. Les vrais, j'entends ceux avec des modifications du col A3-1. Par contre, curieusement, j'ai très vite été amené à constater qu'il y avait des accidents hémorragiques sur rupture artérielle sur des patients qui n'étaient pas vasculaires, qui étaient simplement des sels hypermobiles. Ça, on l'a retrouvé avec Claude Amonet à plusieurs reprises. Et donc, ça m'a interpellé en tant que cardiologue. Et je me suis dit qu'il fallait trouver une solution pour essayer de les protéger. Le mécanisme, il n'est pas très, très compliqué, hein. On a une paroi artérielle qui est faite de collagène. Donc, ces parois artérielles sont relativement amincies, elles sont plutôt hyperélastiques, avec une paroi relativement fragile. D'ailleurs, on le sait, puisque vous savez qu'au moindre choc, ces patients font des ecchymoses, font des bleus. Donc, au niveau des capillaires, c'est une évidence absolue. D'ailleurs, comme vous le savez, on se bat de plus en plus avec le phénomène des diagnostics d'enfants battus. Claude Amonet fait tout ce qu'il peut pour défendre ces familles, injustement accusées de sévices. Et moi, j'en suis là cette année déjà au 3e cas de famille comme ça qui vient m'appeler au secours avec des difficultés avec les magistrats, puisque bien sûr, la priorité, c'est de protéger les enfants contre les sévices, qu'on comprend bien. Il faut arriver à faire comprendre aux médecins et aux magistrats qu'il peut y avoir des exceptions, et en particulier, c'est le cas chez ces enfants.
Donc, ce risque hémorragique existe un peu partout. Vous savez qu'il peut y avoir des épistaxis, on peut avoir des hémorragies gingivales, urinaires, digestives, gynécologiques. Les règles sont souvent très abondantes. Donc, tout ça, ce n'est pas des choses que vous connaissez bien. Avant de parler de la partie purement artérielle, je vous rappelle aussi qu'on peut avoir des phénomènes au niveau du réseau veineux avec des pseudophlébites. Comme les patients sont douloureux, quand on les palpe, on peut penser à des phlébites et avoir la tentation de les mettre sous anticoagulants. On sait que les anticoagulants sont quand même un petit peu délicats dans ce syndrome. Il faut donc les réserver au diagnostic absolument formel. Donc, n'hésitez pas à demander des écoutes de Doppler veineux et surtout, ne faites pas des diagnostics purement cliniques de phlébite, car vous risquez de vous tromper et de faire prendre des risques inutiles hémorragiques à ces patients. Sur le plan de l'insuffisance veineuse et des varices, vous savez que le stripping traditionnel est contre-indiqué. Il y a trop de risques de rupture de veine fémorale et d'hémorragie énormes. Il faut donc utiliser ce qui existe maintenant. Les angiologues utilisent le laser pour traiter les phlébites et donc pour traiter les varices, pardon. Et donc, il ne faut pas hésiter à envoyer sur des angiologues qui connaissent. Mais là, maintenant, je pense que partout en France, on a des angiologues qui le font. Donc, je pense que ce n'est plus un problème. Un petit rappel au niveau des ponctions artérielles, que ce soit artériographie, gaz du sang ou autre. Il faut là aussi être parcimonieux parce qu'il y a toujours des risques d'hématome, il y a des risques de dissection, de faux anévrismes, de rupture. Donc, les ponctions artérielles doivent être faites uniquement si c'est vraiment indispensable et en prenant des précautions extrêmes. Juste un petit mot sur une étude, je n'ai pas l'année là, qui commence à être très ancienne, où à Pompidou, ils avaient fait un essai de traitement par bêta-bloquant, le Selectol, qui semblait en tout cas à l'époque protéger un peu du risque de rupture chez les patients vasculaires. Ça n'a jamais été confirmé, donc je le mets comme ça pour info, mais ce que je peux dire simplement, c'est qu'en l'absence d'autres traitements, c'est vrai que quand on a un patient qui est quand même très très atteint sur le plan artériel, on leur donne quand même du Selectol, du Celiprolol par sécurité, mais sans être vraiment convaincu que ce soit efficace. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme problématique au niveau artériel? On peut avoir des dilatations artérielles, on peut avoir des dissections, et il faut donc les rechercher systématiquement. Les principales artères qui sont touchées sont les carotides, les iliaques, les branches viscérales de l'aorte et particulièrement l'artère splénique. Ce qui fait que systématiquement, dans le cadre d'un bilan SED d'un patient nouvellement diagnostiqué, outre l'échographie cardiaque à la recherche d'une embolisation ou d'un prolapsus mitral, l'échocardiographie cardiaque permet aussi de vérifier la racine de l'aorte et de vérifier qu'on n'ait pas une dilatation de l'aorte ascendante, ce qui est possible, ce qui arrive de temps en temps. Et puis, on fait aussi donc une échographie artérielle, donc TSA membre inférieur, plus une échographie des artères rénales, plus une échographie des artères digestives. Et ça, il faut le faire systématiquement, à mon avis en tout cas. Ce qui est compliqué, c'est de trouver des angiologues. Alors, faire les TSA membre inférieur et les artères rénales, tous nos angiologues sont formés à ça partout en France, ce n'est pas un souci. C'est plus compliqué pour les artères digestives, pas trop encore les mésentériques, mais le tronc cœliaque, c'est très compliqué parce que si on n'est pas habitué à le faire, et en particulier l'artère splénique, là, c'est vraiment, ça frise l'exploit. Et c'est vrai que j'ai la chance à ISM à Boulogne d'avoir une équipe d'angiologues qui maintenant est vraiment capable de détecter ça vraiment très correctement. Mais autour de vous, essayez d'en discuter avec les angiologues pour qu'ils se forment, pour ceux qui ne le sont pas, pour essayer de faire correctement ces échographies, parce que souvent, je vois des dossiers arriver et on est obligé de recommencer à ISM le bilan échographique parce qu'il n'a pas été fait de façon satisfaisante. Et c'est vraiment important. Si jamais on a un doute sur une pathologie de dilatation ou de dissection, il est très important de le vérifier par un angioscanner, puisque à l'issue de cet angioscanner, il peut y avoir une décision opératoire de protection. Si le patient a un anévrisme, il va falloir l'opérer. Donc, c'est bien sûr pas seulement sur l'échographie qu'on va l'opérer, mais sur confirmation par échographie.
Et il faut essayer de sensibiliser les chirurgiens vasculaires autour de vous. Moi, je travaille avec l'équipe de la Salpêtrière parce que je suis issu de cet hôpital, de ce CHU dans mon activité hospitalière. Et donc, je travaille avec l'équipe vasculaire de l'Épitié, en particulier le docteur Daven, qui est vraiment un garçon à la fois adorable et qui est devenu vraiment super compétent sur les hernies. Pourquoi c'est important d'avoir une équipe chirurgicale adaptée? Parce que l'évolution de ces dilatations artérielles n'est pas traditionnelle. C'est-à-dire qu'ils évoluent souvent beaucoup plus vite. Donc, il faut être beaucoup plus réactif quand on découvre un anévrisme que sur un patient cardiaque lambda qui ne serait pas à l'os. Donc, il faut des chirurgiens qui comprennent que le mode de surveillance et la décision thérapeutique doit être prise en fonction des critères qui sont liés à ces patients à l'os. Compte tenu de ces fragilités, il faut faire très attention aux manipulations vertébrales. Et moi, je ne suis pas aussi sévère que Claude Amonet sur l'ostéopathie, mais par contre, je conseille vraiment d'éviter les manipulations cervicales, en tout cas les manipulations brutales où on fait des remises en place un peu à l'arrache. Il faut vraiment des manipulations douces et de l'ostéopathie douce, sinon on a un risque de dissection au niveau des carotides et des vertébrales, et là, ça peut donner des AVC tout à fait dramatiques. Et il y en a eu malheureusement. Donc, restons très prudents avec ces phénomènes de manipulation en ostéopathie, sans pour autant les contre-indiquer définitivement. Moi, j'ai quelques ostéopathes, en particulier médecins, qui le font très bien et qui ne sont absolument pas dangereux. Ça, c'est bon. Le bilan que je propose, donc, vous l'avez là, c'est un résumé, hein, échocardiogramme, test d'effort. Alors, test d'effort, oui, je vais en parler après. Donc, les échos-Doppler, des TSA, des bronches digestives, des artères rénales, et puis après, plus ou moins angio-IRM et angio-scanner de l'aorte. Alors, angio-IRM cérébral, je n'en ai pas parlé, je ne le fais pas systématiquement. Claude Amonet aime bien le faire un peu plus systématiquement. Moi, je ne le fais pas systématiquement. Je le fais si on découvre un anévrisme ou une dissection ailleurs dans le corps. Ça, c'est systématique, puisqu'on ne peut pas avoir un accès correct en échographie aux artères intracérébrales. Et je le fais aussi si dans la famille, il y a eu des ruptures artérielles, en particulier des AVC hémorragiques. Donc là, c'est tout à fait justifié de faire une angio-IRM cérébrale. Alors, j'ai rajouté le test d'effort. C'est surtout à visée d'évaluation. La plupart de ces patients sont peu sportifs, ou ils sont devenus peu sportifs parce qu'ils ont mal, parce qu'ils sont fatigués, parce que c'est compliqué. Et donc, c'est important de savoir où en est leur capacité. Vous savez qu'on la mesure en watts ou en mètres. Et si on reste sur des choses simples en watts, ils ont souvent des tests d'effort entre 60 et 90 watts, ce qui est très, très bas par rapport à quelqu'un dans la population non CED qui nous ferait 150, 180 watts ou plus si sportif. Donc, c'est important d'avoir un point de départ et d'essayer de leur donner un but en leur disant, voilà, aujourd'hui, vous êtes à 90 watts, ce n'est pas suffisant, on va essayer de faire un programme de rééducation, puis on va progressivement vous ramener sur des puissances plus raisonnables. Pour ça, on va vous aider, on va vous faire des vêtements compressifs sur mesure, utiliser le TINS, enfin bon, voilà, différentes mesures qui sont possibles, vous mettre dans les centres de rééducation quand ça existe, il y en a quelques-uns qui commencent à apparaître maintenant. Donc, le test d'effort, c'est plutôt un test d'effort d'évaluation. Sur le plan sportif, rien de particulier, si ce n'est que on conseille de faire du sport adapté, donc éviter les activités trop intenses, mais je ne contre-indique aucun sport. Les deux sports qui ont ma préférence, c'est la natation et l'équitation. La natation, on le comprend, parce que c'est un sport où on est porté, donc c'est beaucoup moins douloureux et moins compliqué à faire. L'équitation, parce que c'est une excellente rééducation de la proprioception. Moi, je suis cavalier en plus, donc c'est vrai que je suis un peu plus motivé peut-être. Mais j'ai remarqué que le cheval, en plus, sait s'adapter au cavalier, et pas seulement l'inverse. Et donc, du coup, voilà, ça peut être un excellent moyen de rééducation. Mais je n'interdis rien. Au départ, j'ai des patients qui m'ont demandé de faire de l'escalade. Je me suis dit, voilà, avec une luxation de l'épaule, ils vont me faire quoi? Et puis en fait, si la technique est bonne et qu'ils sont un peu protégés par des orthèses et par des vêtements compressifs, ça peut très bien se passer correctement. Donc je crois qu'il ne faut pas de tabou sur le sport, sauf des cas exceptionnels, comme j'ai marqué, contre-indication à la plongée s'il y a des pneumothorax. Enfin, bon, après, c'est du bon sens.
éviter quand même, bien sûr, les sports à stress mécanique si jamais il y a des lésions iliaques, enfin voilà, enfin, du bon sens. Mais sur des patients qui n'ont pas d'antécédents particuliers et qui ont un bilan vasculaire normal, il n'y a pas de souci. Oui, je m'aperçois que je ne vous ai pas dit, c'est peut-être après. Attendez, je cherche. Il me manque une diapo. Oui, je ne vous ai pas dit quel était le pourcentage de ces atteintes artérielles. C'est important parce que c'est quand même entre 3 et 5. Donc, du coup, c'est pas si exceptionnel que ça. C'est pour ça aussi que je maintiens cette décision de faire ce bilan systématique à l'entrée. Et je ne vous l'ai pas dit non plus, mais je conseille de refaire tous les 5 ans. Alors, tous les 5 ans, c'est purement artificiel, c'est moi qui ai décidé ça tout seul, en fonction de l'expérience qu'on a en cardiologie sur l'évolution des artères en général. Et sur ces patients dont on ignore tout de l'évolution, je pense que c'est prudent. Alors, est-ce qu'on a un recul déjà sur le fait de refaire au bout de 5 ans? Est-ce qu'on découvre parfois des anomalies qu'on n'avait pas vues 5 ans auparavant? Ben oui, j'en ai quelques-unes. Donc, pour l'instant, ça reste quelque chose qui est raisonnable, à mon avis. Bon, ça, on l'a vu, il n'y a rien de particulier. Je profite pour vous rappeler des notions simples sur les nerfs dans l'os, mais ça, c'est des questions qu'on nous pose vraiment plusieurs fois par semaine en cas en cas d'intervention chirurgicale. Qu'est-ce qu'il faut dire aux chirurgiens? Qu'est-ce qu'il faut dire aux anesthésistes? Je vous rappelle les choses simples qu'on connaît tous, mais les anesthésies prennent mal sur les patients et l'air dans l'os. Les anesthésies locales sont peu efficaces, et générales également. Il faut souvent surdoser beaucoup ces patients. Et il y a beaucoup de patients qui ont des traitements dentaires extrêmement douloureux parce que le dentiste n'arrive pas à endormir, n'arrive pas à faire une anesthésie locale et n'ose pas augmenter les doses. Donc, n'hésitez pas à dire aux dentistes qu'ils peuvent augmenter les doses de lidocaïne pour être efficaces. Et aux anesthésistes, en général, leur rappeler qu'il faut bien surveiller le patient pendant l'intervention, car il est pas rare que le patient commence à se réveiller précocement et qu'il faille donc refaire une induction anesthésique pendant l'opération. Si l'anesthésiste est au courant et qu'il est vigilant, ça n'a aucune importance. S'il n'est pas vigilant, ça peut provoquer des difficultés. Et j'ai quelques patients qui me racontaient comme ça des réveils prématurés en pleine intervention chirurgicale abdominale, et c'est quand même particulièrement désagréable, et pour le patient, et pour le chirurgien, et pour l'anesthésiste. Donc autant qu'il le sache. Sur le plan hémorragique, on sait qu'il y a un risque hémorragique dans toutes les interventions chirurgicales, d'autant plus que les patients sont sous antiagrégants ou anticoagulants, mais même en l'absence de cette problématique, et qu'il est super important de rappeler aux chirurgiens qu'ils doivent faire une hémostase extrêmement soigneuse avant de refermer de façon à éviter ce risque hémorragique au mieux. Et puis bien sûr, les retards de cicatrisation, vous connaissez, mais ça, c'est pas la peine que je revienne dessus. Voilà, je pense que je vous ai dit à peu près tout ce que je voulais vous dire, mais j'ai peut-être oublié des choses, donc je suis à votre disposition pour répondre aux questions. Voilà, Michel? merci beaucoup. Alors là, il y a des questions qui ont été posées. Le docteur Amélie Duvert me demande est-ce qu'on peut associer Gutron et bêta-bloquant ou Gutron et candésartan dans le cadre de traitement de fond des migraines? Alors, oui, on peut associer Gutron et bêta-bloquant, bisoprolol en particulier. C'est même souvent nécessaire. Quand on a un patient qui est dysautonomique essentiellement sur la fréquence cardiaque et qu'on les met sous bêta-bloquant, si c'est 1,25 mg, en général, ça passe, encore pas systématiquement, sur le plan de la tension artérielle, j'entends. Vous savez que les bêta-bloquants sont un peu hypotenseurs et on peut avoir de temps en temps des réactions d'hypotension importantes sous bisoprolol, surtout si on augmente les doses. Et donc, il est très fréquent d'avoir la nécessité, pas seulement l'autorisation, mais la nécessité d'associer du Gutron. Il faut donc être vigilant à ce niveau-là. Oui, oui, j'ai beaucoup de patients dysautonomiques qui ont la double association Gutron et bisoprolol. J'ai oublié la deuxième partie, Michel. Non, c'est bisoprolol et candésartan. Ah oui. Alors oui, on peut associer, mais le candésartan, c'est un médicament antihypertenseur. Donc, si on le donne, ça veut dire qu'on est dans une forme hypertensive. Donc, je ne vois pas très bien le sens de la question. Ça voudrait dire qu'on a un patient LR dans l'os et hypertendu. On a vu tout à l'heure que c'était vraiment très rare en tant qu'hypertension liée à LR dans l'os. Donc, ce serait plutôt des patients plus âgés qui auraient
en plus une hypertension artérielle. Donc oui, si on a un patient qui a une hypertension artérielle, on peut associer le bisoprolol, mais parfois baisser la dose de candésartan si jamais, en raison du risque, d'hypotension et de bradycardie. La On nous question pose- portait plus sur l'utilisation du candésartan dans le cadre de migraines, je crois. Et donc associer le candésartan et le Gutron. Est-ce que c'est Ah, pardon, alors je n'avais pas compris la question. Ben oui, on retombe toujours sur le même problème. On a globalement des patients qui sont hypotendus, donc si on veut leur donner du candésartan pour traiter les migraines, on risque d'avoir un phénomène d'hypotension. Donc si on met des bêta-bloquants en plus, on risque d'aggraver le phénomène d'hypotension. Ce qui marche le mieux sur les migraines de l'air de l'os, je vous le rappelle, enfin, vous le savez tous, on le sait tous, c'est l'oxygénothérapie quand même, hein. Par concentrateur, c'est quand même ce qui marche le mieux. Moi, donc, c'est vrai que moi, j'ai aucun patient migraineux sous candésartan. Ils sont tous sous. Même, je sais qu'on n'a plus le droit de le prescrire, mais ça, c'est pas un motif suffisant pour les priver de l'oxygène parce que, comme vous le savez, ça marche super bien sur les migraines quand même. D'accord. Il y a une question aussi sur est-ce qu'il est nécessaire d'utiliser des stimulateurs cardiaques parfois chez ces patients, par expérience? Non, non. Non, mais je ne vois pas très bien dans quelle indication. Le stimulateur cardiaque, c'est uniquement indiqué en cardiologie quand on a un trouble de conduction sévère et donc une pathologie. Et on n'a pas ce genre de problématique chez les patients à l'air dans l'os. Si on a un trouble de conduction sévère, c'est une pathologie associée. C'est-à-dire c'est une pathologie cardiaque en plus du syndrome des l'air dans l'os. Mais les bradycardies qu'on voit chez les patients à l'air dans l'os, les bradycardies traditionnelles, sont des bradycardies bénignes et qui ne justifient absolument pas les mises en place d'un pacemaker. D'accord. D'accord. Mais je crois que là, je crois pas Il y qu'on avait a. une autre question sur la dilatation des sinus de Valsalva. Est-ce qu'il y a un Oui, lien direct avec le CED? oui. Critères de suivi et de prise en charge? Oui, j'en ai parlé un peu tout à l'heure, mais probablement un peu trop rapidement. J'ai dit qu'on pouvait avoir chez les patients LR dans l'os une dilatation donc artérielle et donc entre autres une dilatation de l'aorte ascendante qu'on va rechercher au niveau de l'échographie cardiaque. Cette dilatation se situe souvent au niveau des sinus de Valsalva. Donc oui, il faut effectivement systématiquement la rechercher. Elle n'est pas fréquente, mais on la voit de temps en temps. Vous savez que ça fait partie des critères de New York, d'ailleurs, avec le prolapsus mitral et son insuffisance mitrale, que de dire que s'il y a une dilatation de l'aorte, ça fait un point de plus sur la grille de New York. En pratique, ça reste rare. Mais il faut la rechercher parce que c'est pas impossible. D'autant qu'on a parfois de temps en temps des diagnostics différentiels avec un Marfan, et donc c'est bien de s'assurer qu'il n'y ait pas de problématique à ce niveau-là. Pas pour conclure, mais pour paraphraser ce que tu nous as dit, donc pour toi, ce bilan cardiologique concerne les patients SED hypermobiles type classification dans l'os, mais aussi les HSD. Oui, Quand nous avons des HSD, il faut faire ce type de bilan. je ne fais absolument aucune différence entre un D'accord. patient HSD et un patient LR dans l'os en termes de pathologie du Et de, conjonctif. et de Cette tableau clinique. différenciation est simplement imposée par les centres de référence et par les critères de New York que je respecte. Mais sur le plan cardiovasculaire, la pathologie est exactement la même. On retrouve exactement les mêmes phénomènes. Donc, il n'y a aucune raison de priver les patients HSD de ces bilans. Et en pratique, on retrouve les mêmes anomalies quand il y en a. On trouve autant et aussi peu de prolapsus mitral et autant et heureusement aussi peu d'anévrismes graves chez les patients LR dans l'os que chez les patients HSD. Et tu confirmes qu'il y a bien entre 3 et 5 de dilatation que tu trouves chez ces patients. Bah oui. D'accord. Et à partir de quel âge est-ce que, chez les enfants, le bilan échographique est-il recommandé? Il n'y a pas de règle définie. Moi, j'estime que c'est quand même pas du tout traumatisant pour un enfant d'avoir une échographie cardiaque ou vasculaire. Et donc, dès que le diagnostic est fait, et dans le centre, j'accepte de recevoir les très jeunes à partir de l'âge de 5 ans. Avant, ça me paraît vraiment trop compliqué pour moi. Je ne sais pas quelle est votre expérience à vous. Moi, ça me paraît trop compliqué.
Mais à partir de 5 ans, je fais échographie cardiaque et vasculaire. Par contre, on ne leur fait pas des efforts, on leur fait pas des choses très compliquées, mais au moins ce dépistage. Oui. D'accord. Est-ce que tu peux arrêter de partager ton écran, s'il te plaît? Oui, En je haut, peux. comme ça. C'est en haut. Voilà, Toc. voilà, Voilà. merci beaucoup. Voilà. Ah ben, je vois Daniel là du coup. Salut Ah Daniel. ben ouais, Voilà. message personnel. Salut Richard, je t'ai pas vu par le Covid et par bien d'autres choses. Je suis heureux de te voir ce soir. Et je te remercie en tant que président du RCED de participer à ce CED en ligne et la qualité de ton intervention. Merci encore. C'était remarquable. Merci Daniel. Et nous avons l'habitude de la qualité de tes interventions, c'est pour ça qu'on t'a sollicité. On souligne, on souligne. Merci Richard, salut. Voilà, un de ces jours, pour de vrai. J'espère bien Daniel, j'espère bien. Ok. Allez, bon, puisqu'il n'y a plus de questions, on va passer. Richard, tu fais ce que tu veux, tu peux aller finir à manger si tu veux. Là, Oui. Non, je vais pas manger, j'ai mangé un tout petit bout de sandwich et j'ai faim, je vais aller manger évidemment. Hein. Je ne sais même pas me connaître, hein. Je sais même pas si Daniel a mangé avant. On va parler de proprioception. Oui. Est-ce que tu je vous veux laisse, parler, alors, hein. Daniel, ou est-ce que je le fais? Non, je fais, c'est bon. D'accord, très bien. Oui, en fait, parce qu'il y avait une question, j'étais effectivement à Paris, j'ai dû rentrer, mais je suis à l'heure et je suis disponible pour faire cette intervention sur la proprioception. Donc, il faut que je… Partager. Ouvrir ton petit PowerPoint et partager l'écran après. Voilà. Donc, le PowerPoint est là. Le partager l'écran est là. Voilà. Et mon PowerPoint est là. OK. C'est bon. Et là, je fais le diaporama. Bon, OK. Alors, attends. On me voit ou pas là? On voit On te voit sur le côté, il n'y a pas de souci. On voit ton PowerPoint. Il faut que tu le mettes D'accord. après. Alors, le diaporama, voilà, est parti. Bon. Ça y est, les petits problèmes techniques sont là et sont résolus. Étaient là et sont résolus. Donc, ce soir, l'objet de cette intervention est la proprioception dans les syndromes d'Ehlers-Danlos et les troubles du spectre de l'hypermobilité, pardon. Et j'ai essayé de faire une intervention très concise parce que le sujet pourrait demander beaucoup de développement. Pour moi, cette proprioception est beaucoup plus importante qu'on le pense, et surtout par rapport aux plaintes directes des patients. Et on a par contre à apporter beaucoup d'amélioration quand on considère cette proprioception. Tout d'abord, la définition. Donc, la proprioception est la propre perception de son corps par rapport à l'extérieur, à l'espace, et par rapport à lui-même. Perception de son corps par rapport à lui-même. On verra là-dessus. Ce serait le sixième sens. Et elle permet de veiller à la stabilité, à l'équilibre, et elle participe à la contraction des muscles et aux ajustements posturaux. C'est un trouble de cette perception signifie qu'une personne perçoit à peu près l'environnement de son propre corps. Pardon. Donc, des exemples de cet à peu près. Quelqu'un qui, dans le CED, a des troubles de cette proprioception, de cette perception de l'espace et de son propre corps, va pouvoir en fait dire, il ne le dit pas, mais la table est à peu près là.
la porte est à peu près là. Le trou ou le dépassement sur le trottoir est à peu près ici. Le verre sur la table est à peu près là. Donc, ce sont des à peu près parce que le patient sait qu'il y a des troubles de cette proprioception a effectivement des informations à peu près. Et la personne atteinte va donc se cogner dans le coin de la table, elle est à peu près ici, là, ou sur ma cuisse. Le chambranle de la porte est à peu près là et pend, je me cogne dedans. Cette personne va mettre le pied dans le trou qui est dans le trottoir, pourtant elle l'avait vu, mais il est à peu près là. Elle va verser du liquide de la bouteille à côté du verre. Ce sont des à peu près. Et je me souviens d'une petite fille qui me disait vous voyez, docteur, ma chambre, elle est au bout du couloir à droite. Mais généralement, c'est à gauche. Hein. Elle se trompe. Bon. Ma chambre est au bout du couloir, à gauche, et je tourne toujours trop court. Hein. C'est-à-dire qu'elle se bute dans le mur ou dans le chambranle, alors qu'elle le sait. Elle le sait. Mais elle sait à peu près, et c'est à peu près, voilà, la condamne un peu. Je tourne toujours trop court. Ce qui est important, c'est que, et c'est pour ça que c'est à souligner ce soir, les patients ne se plaignent pas de ces troubles de la proprioception. Ils s'en moquent, ils se moquent d'eux-mêmes. Ils disent souvent on m'appelle Pierre Richard, je suis un Pierre Richard. Et ils ne savent pas expliquer pourquoi ils sont tellement maladroits. Et pourtant, ils font attention, comme on leur demande depuis qu'ils sont tout petits. Alors, ils en rient, parce qu'ils ne savent pas expliquer. Ils font plus attention que les autres, et ils se cognent plus que les autres. C'est une injustice, et à force qu'on puisse leur dire, mais fais attention, bon sang, mais ça suffit, quoi. Tu vois pas que la porte est là, tu vois pas que tu verses à côté du verre. Eh bien, ils en rient, et parce qu'ils ne savent pas expliquer, et ils en souffrent. Alors, ils en souffrent physiquement, mais aussi ils ont du mal à comprendre, et ils en rient. C'est aussi une peine un petit peu cachée. Pourtant, ces troubles de la proprioception, de la perception de l'espace et de la perception de ces segments de membres par rapport au corps, de cette imprécision du schéma corporel, de ce positionnement, de cette statique, eh bien, ces troubles de la proprioception sont pour moi très importants à prendre en considération, aussi bien dans les signes cliniques à définir, aussi bien dans les HSD que dans les ZH, parce qu'ils sont importants. Ils sont pourvoyeurs de fatigue, de douleur, je vais expliquer pourquoi, d'entorse, de luxation, de chute, et donc de fatigue et de douleur. Et on sait que la fatigue augmente la douleur, et que la douleur est augmentée par la fatigue. Et ces douleurs et cette fatigue sont les plaintes maîtresses et maximum, généralement, des patients SERD. Ils se plaignent de la fatigue et des douleurs, mais pas de leurs troubles de la proprioception dont ils en rient pour ne pas les mettre en œuvre. Parce que faire attention en permanence à savoir où sont les pieds par rapport à la jambe, où sont les pieds par rapport au sol,
où est la table? Où est-ce qu'il y a un trou précisément? Là ou là? Est-ce que je marche droit? Ou est-ce que je dévie à droite? Ou est-ce que je me cogne dans mon voisin à gauche? Où est vraiment la porte? Ce sont en permanence des questions qui se posent. Alors, elles se posent inconsciemment. Lorsqu'on n'est pas atteint de ces troubles, on sait où est le trou, où est la porte, et il n'y a pas de problème. Mais ces gens doivent faire doublement attention, triplement attention ou plus, parce que même en faisant attention, ils n'évitent pas ces pièges. Donc, tous ces pièges sont à résoudre. Alors, ils sont résolus à peu près, mais cette attention donne de la fatigue et ces pièges sont mal résolus. Donc, ça donne des ecchymoses, des entorses, des luxations, des chutes et puis des remarques. Mais fais donc attention, bon sang, on te l'a déjà dit, et pan, ça recommence. Alors que ces personnes font encore plus attention que les gens qui n'ont pas ces troubles. Donc, les troubles de la proprioception, et je fais très court, il peut y avoir des questions, et on va développer tout ceci lors de tables rondes, parce que cette proprioception me semble, moi, essentielle. On l'aborde un petit peu d'une façon concise, on n'a pas trop de temps là, et on reviendra dessus sur les tables rondes. Donc, ces troubles de la proprioception vont provoquer et majorer et provoquer de la fatigue et des douleurs. Donc, ces troubles sont essentiels à définir et sont à prendre en compte d'une façon essentielle et primordiale pour le traitement. Alors, d'où viennent ces troubles de la proprioception? Les SED et les HSD sont dus à une fragilité des tissus conjonctifs d'une façon héréditaire. Les tissus conjonctifs, je le rappelle en quelques mots, c'est la charpente de tous nos tissus. Et entre 60 et même des fois jusqu'à 80%, cette charpente de tissus conjonctifs, de collagène, représente donc 70 à 80% de nos tissus. Si on considère du foie, du rein, des cheveux, eh bien c'est 70% de tissus conjonctifs de charpente et puis des cellules de foie, de rein, de cheveux qui viennent se coller avec du collagène pour faire le tissu. Eh bien cette charpente, elle est fragile dans le sel. Les capteurs fonctionnent très bien, mais ils sont sur des tissus fragiles. Donc, ils donnent des informations fragiles. Donc, à peu près. Donc, la proprioception, elle est sous l'influence de ces capteurs sur ces tissus fragiles. Les capteurs sont au niveau des yeux, au niveau des oreilles, au niveau des mandibules, mais aussi beaucoup au niveau des pieds, au niveau des muscles, au niveau des tendons. Donc, les traitements vont faire en sorte qu'on mette en tension, par les vêtements compressifs, on va mettre en tension ces capteurs qui vont donner de nouvelles informations. Les capteurs marchent bien, les tissus sont fragiles, on fait des vêtements de compression et les capteurs sont dans la bonne position. Ils ont aussi ces vêtements, par leur compression, un effet sur la douleur, par l'effet de gate control, on connaît bien par d'autres moyens. Et puis, ils ont aussi un effet sur les muscles, parce que les muscles sont aussi sous la dépendance de capteurs. Et si les capteurs donnent de bonnes informations, à ce moment-là, les contractions musculaires seront beaucoup plus efficientes. Les traitements, principalement, sont les vêtements compressifs, les orthèses plantaires, puisque
en effectuant des orthèses plantaires spécifiques ou en posturaux ou en augmentation de la proprioception, elles vont donner des informations supplémentaires et donc rétablir ou préciser, plutôt préciser des informations sur la proprioception. La kinésithérapie aussi est effectivement importante sur ce renforcement de la proprioception. Les vêtements, ce sont des vêtements compressifs. Voilà, je vous en présente quelques photos avec des patrons qui ont été étudiés avec des gants. On voit ici des gants qui peuvent être des gants qui peuvent s'arrêter au niveau phalange, certaines phalanges en fonction des plaintes des patients et qui peuvent être des mitets. Il peut y avoir aussi des looks différents. On voit là pour des jeunes avec effectivement des couleurs différentes, avec éventuellement des petites insertions de logos ou de figurines. Là, on voit aussi un vêtement avec une ceinture L-cross, avec ici un rappel postérieur qui met les épaules un petit peu en arrière. Là, c'est un exemple voilà, d'orthèses qui peuvent être nécessaires avec des patrons qui ont été étudiés, avec des tissus qui ont été étudiés, lorsqu'il y a des plaintes spécifiques au niveau des pieds et des chevilles. Au niveau de ces orthèses, il y a plein de variations. On fait concis ce soir. On aura une table ronde, bien évidemment, sur toutes ces orthèses, des orthèses plantaires pour augmenter la proprioception. Pardon. Et puis, très souvent, c'est quelque chose qui m'est important à moi. C'est vraiment, quand j'ai vu des gens qui mettaient pour la première fois les vêtements, c'était à l'Hôtel-Dieu, c'était avec Élodie Vlaminck. Lorsque, pour la première fois, les gens mettaient ces vêtements, ils pouvaient dire, parce qu'ils ont des impressions qui sont autres, c'est-à-dire leur proprioception devient autre, devient différente, et ce qu'on se propose, c'est d'être beaucoup plus précise. À ce moment-là, il y a quelque chose qui, moi, dans mes oreilles, était magique. Je pouvais dire, j'ai entendu plusieurs fois, hein, je suis dans un autre monde. C'est-à-dire que c'est aussi quelque chose qui veut dire que c'est efficace et que cette physiopathologie de ce trouble de la proprioception avait là une certaine résolution. Les patients pouvaient dire « je suis dans un autre monde, je perçois différemment le monde extérieur. Ma proprioception est autre, aussi bien du monde extérieur que de mon propre corps. Où sont mes mains par rapport à mes bras, mes avant-bras ?» Moi, j'ai toujours trouvé que c'était magique. Et vraiment, vraiment. Alors, voilà, une vidéo d'une personne. On la regarde, je ne la commande pas, on peut la repasser si on a le temps, d'une personne qui a des troubles de la proprioception relativement simples, on pourrait dire presque simple, et qui n'a pas de vêtements. Donc, voilà, il faut mettre le son. Cette personne, voilà, elle se retourne. Là, elle va fléchir un peu à droite. Voilà. Alors, cette personne a manifestement des troubles de la proprioception. Son bras droit est assez fixe, son bras gauche essaye de compenser, elle penche un peu sur la droite. Je vais vous le repasser parce que voilà, son bras droit est assez fixe, elle essaye de compenser avec son bras gauche, elle marche relativement bien, elle n'a pas de croc. Voilà, elle se retourne,
on revoit son bras droit qui est fixe, son bras gauche qui essaye, là, hop, elle se rattrape, hop, encore sur la droite, et voilà, elle est pas spécialement complètement maladroite. On voit avec un peu d'habitude qu'elle a un petit peu un déséquilibre sur la droite. Donc, ce qui est important, c'est qu'elle ne semble pas avoir trop de troubles. Elle n'est pas tombée, elle ne s'est pas cognée dans le mur. Mais on va voir la suite. Pardon, on va voir la suite. Donc, si c'est la suite, c'est la suite. Non, non, c'est la suite, c'est la suite. Voilà la suite. Hop, 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 on arrête, hop, on revient. Voilà la suite. C'est cette même personne qui a des orthèses plantaires, dont on a déjà parlé, et les vêtements. C'est la première fois qu'elle les met. Et on filme voilà, je suis dans un autre monde. Elle ne va pas le dire, cette dame, mais elle dit presque autre chose et autrement et presque mieux. Donc, on l'écoute. Honnêtement, ça change vraiment. J'ai l'impression d'être plus stable, de voir mieux. Tout à l'heure, j'avais hyper mal là, j'ai plus mal là, déjà. J'ai l'impression de me sentir bien. Ça me change. Des fois, sous. Voilà. L'orthésiste dit après, vous n'êtes pas saoul. Hein, c'est ce qu'on n'entend pas. Non, je ne suis plus saoul. Donc, elle avait dû dire avant qu'elle était saoul, qu'elle avait des choses d'ébriété. Mais je vous repasse, je suis désolé, je vous repasse cette vidéo parce que moi, je l'aime. Honnêtement, ça change vraiment. J'ai l'impression d'être plus stable, de voir mieux. Tout à l'heure, j'avais hyper mal là, j'ai plus mal là, déjà. Machine, j'ai l'impression de me sentir bien. Ça me change. Des fois, sous. Voilà. Je vois mieux, je suis plus stable, c'est très très important. Je suis plus stable, je vois mieux, elle le dit, voilà. Je n'ai plus mal à ma cheville, je ne sens plus ma cheville, elle ne dit pas que j'ai plus mal. Et vous voyez que ses deux bras se balancent, elle a une marche. Donc, vous aurez la vidéo, vous pouvez vous repasser le passage. Moi, je veux bien le repasser parce que c'est quelque chose de magnifique. On est effectivement dans ce changement. Je suis dans un autre monde. Waouh, ça change. Waouh, je vois mieux, je perçois mieux, je suis dans un équilibre, etc. Donc, ça, on reviendra dessus. Moi, ça me passionne cette proprioception, ça me passionne que ces personnes, c'est pas toujours aussi démonstratif. Ça peut l'être encore plus, comme j'ai vu, mais on est dans quelque chose là qui est dans du réel. La kinésithérapie est aussi importante parce que on se fixe comme but de renforcer cette proprioception. La faiblesse musculaire qui est observée est plus souvent la preuve d'un défaut de proprioception par dysfonctionnement dans l'utilisation du muscle que par un besoin de renforcement musculaire. Les capteurs étant donnant des informations à peu près, les membres étant à peu près là, le muscle étant à peu près là, l'efficience musculaire n'est pas la meilleure. Et pour avoir une meilleure efficience, ça veut dire un effet, pour avoir le meilleur effet possible au niveau du muscle, et Dieu sait si c'est important dans le SED, si c'est un symptôme qui est avancé d'une façon majeure et essentielle, eh bien, ça peut venir des capteurs si on les met dans la bonne tension et si on rééduque, eh bien, on peut avoir une meilleure efficience au niveau des muscles. Donc, souvent, au niveau de la kiné, c'est souvent beaucoup plus un renforcement de la proprioception
qu'un renforcement musculaire, même si quelquefois il peut y en avoir besoin. Et il y existe des protocoles spécifiques particuliers avec éventuellement un appareil Uber. Il faut savoir que le GERSED est co-investigateur d'une étude à Caen qui intéresse le CHU, la région, l'Europe même, sur effectivement des vêtements de compression avec des compressions avec des pressions différentes. On va voir si par rapport aux vêtements qui étaient habituellement, si une compression inférieure peut être aussi efficace, et puis aussi par des programmes spécifiques de rééducation kiné, proprioceptifs, et puis éventuellement avec des appareils Uber, on peut optimiser ce traitement de la proprioception. Des vies parallèles. Les troubles de la proprioception soulignent, pour moi, et ça, c'est un petit peu un cheval de bataille, c'est quelque chose qui me passionne sur ce que vivent les patients SED et HSD et ce que les autres vivent. C'est-à-dire, pour moi, il y a des choses parallèles. Les patients SED et les patients non SED peuvent ne pas se comprendre parce qu'ils ont des vies un peu parallèles. Et c'est très important pour moi pour pouvoir faire en sorte de comprendre les SED, mais aussi que les SED puissent comprendre les non SED et qu'il puisse y avoir un échange, et en particulier dans la vie de tous les jours et aussi en couple. Pour moi, pour moi et pour, et pour tout le monde qui s'intéresse au SED, le tact, l'audition, le goût, les odeurs, les sensations digestives, les émotions et l'intensité des émotions, tout le ressenti de la vie, et avec donc la proprioception qui en fait partie, sont différents entre les SED et les non-SED. Les vécus des HSD et des SED sont parallèles à la vie des autres. Nous ne vivons pas la même chose. Moi, c'est quelque chose qui me passionne. C'est-à-dire que lorsque je vois effectivement dans des réunions avec des patients et une patiente éventuellement pour caricaturer et son mari qui n'est pas SED comprennent pourquoi ils ne prennent pas la douche le soir et le matin, comprennent pourquoi des odeurs peuvent donner des rougeurs et que ce n'est pas psychologique, comprennent pourquoi la télé est trop fort. Pourquoi le tact? Ah non, mais là, j'ai pas envie, ça me crispe quand tu me caresses, alors que y en a un qui culpabilise, l'autre qui est frustré. Ça me semble aussi très important à pouvoir comprendre, expliquer dans cette vie des SED et des non-SED. Mais ça mérite d'autres développements sur lesquels je serais peut-être intarissable. Ce soir, il faut faire concis, efficace. Donc, on en arrive à la conclusion et on pourra répondre aux questions. Donc, pour moi et pour nous au GERSED, ces troubles proprioceptifs sont très importants à prendre en compte, aussi bien au niveau de la clinique et les classifier et du traitement. Même si les patients ne s'en plaignent pas, les patients ne viennent jamais en disant « j'ai des troubles de la proprioception », ils disent « j'ai mal, je suis fatigué ». J'ai des entorses, etc. Mais ils ne disent jamais je suis Pierre Richard, guérissez-moi de ça. Guérissez-moi du fait que je me cogne dans les portes. Et je voudrais rappeler une certaine anecdote avec une amie qui est médecin et qui faisait cette session de spécialisation dans le SED, dirigée par un professeur Monet. Et donc, je ne comprenais pas se prendre la porte. Et je lui demande, mais c'est quoi se prendre la porte? Elle m'a dit, c'est se prendre la porte. Et je dis, mais quand il y a une porte, tu ne te prends pas la porte. Comment ça? Quand il y a une porte, tu te butes bien dans la porte, me répondit-elle.
Non, quand il y a une porte, je ne me prends jamais la porte, je ne prends pas la porte, je ne me bute pas dans la porte. Et elle ne comprenait pas que je ne prenais jamais la porte et que moi, je ne comprenais pas qu'elle se butait très souvent dans le changement de la porte. Donc, voilà, il existe des moyens thérapeutiques pour soulager ces douleurs, cette fatigue, par la résolution, ou par la résolution, c'est un peu fort, par l'amélioration de ces perceptions de la proprioception. Voilà, merci. Oui, moi, si je peux ajouter un petit détail.